Eh bien, bonjour pour ce 13h d'AMTV. Deuxième participation donc d'AMTV sur Global Industrie. Je reçois aujourd'hui Albin Cantalupo, délégué général de la Société des ingénieurs arts et métiers. Bonjour Albin. Oui, bonjour Eric. Alors Albin, on va parler avec vous de quelque chose qui est un plan très ambitieux au sein de la Société des ingénieurs. C'est le Gazar et les industries une ambition 2030. Alors, comment est venue cette idée de parler de Gazar de 2030 ? L'idée est venue sur une réflexion basée sur les futurs 250 ans des arts et métiers, puisque l'école a été créée en 1780. Et par rapport à cette réflexion-là, c'est de dire qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et ça nous a amené à revoir un peu l'origine de notre école, de notre association, et sur lequel, je dirais, les Gazars ont toujours été présents dans l'industrie française. Et on peut même dire que les Gazars ont été précurseurs du futur de l'industrie à chacune de leur époque. Donc l'objectif est de remettre l'industrie au centre de notre association. Donc ça, c'était le premier point. Par rapport à cet acquis historique, une des caractéristiques des arts et métiers, c'est le lien intergénérationnel. On a toujours, au travers de différentes festivités, la capacité de se retrouver, on va dire, de 20 ans à 104 ans, notre doyen qui sera présent d'ailleurs dans une manifestation prochainement. Et donc, il y a un attachement fort entre générations, et ça, c'est un point, je dirais, qui est à souligner. La troisième composante, c'est que on est répartis au niveau national et international. On a 185 groupes territoriaux, dont 80 à l'international. Donc par rapport à ce maillage-là, on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc et c'est cette réflexion-là qui nous a amené à définir un projet dont l'objectif est la renaissance industrielle en France. Voilà. Donc en fait, vous partez quand même du début du Duc, et puis on essaie de remonter comme ça cette révolution industrielle les unes après les autres. C'est exactement ça. En fait, c'est de revenir à ce que j'appellerais l'ADN du Gazar. Donc le Gazar, c'est l'ingénieur arts et métiers, et on souhaite vraiment revenir au niveau de cet ADN. Et donc pour les objectifs, en fait, il y a un objectif qui est double. Un objectif, il ne faut pas se le cacher, qui est un objectif interne, de pouvoir animer la communauté des arts et métiers sur cette thématique de la renaissance industrielle, de pouvoir faire participer les actifs, puisque je dirais comme toute association d'alumni, on peut avoir cette difficulté-là. C'est aussi de pouvoir rassembler sur cette thématique l'ensemble des composantes, que ce soit l'école, la fondation, les élèves sur ce thème-là. Donc ça, je dirais, c'est des objectifs qui sont plutôt internes. Mais l'objectif principal est clairement tourné vers les jeunes de la France. Aujourd'hui, on a la chance, dans notre génération, de pouvoir profiter d'un pays, la France, où il fait bon vivre, où on a de l'emploi, où on a des possibilités de s'épanouir dans différents métiers, alors que ce soit des métiers bien sûr du tourisme, mais des métiers aussi liés à l'industrie, avec la recherche, avec les études, avec la production. Et on souhaite que les générations futures aient aussi la possibilité de vivre dans ce même beau pays, en ayant ces mêmes capacités, et faire en sorte que cette renaissance industrielle soit bien sûr durable, mais que la France ne devienne pas un énorme parc d'attractions. Oui, je comprends. Et là, j'aurais une forme de déception si à nos enfants et à nos petits-enfants, on leur laisse ce parc d'attractions dont on profite, mais la France, ce n'est pas que ça. Oui. Et alors, en fait, même pour compléter ce que vous dites, finalement, le rôle de l'ingénieur arts et métiers, il se sent responsable de quelque chose aujourd'hui. Il s'est toujours senti responsable, industriellement parlant, d'un devenir. Mais vous allez aussi quand même plus loin au niveau de la Société des ingénieurs, puisque vous avez des actions très rapides et très concrètes dès le début au collège pour essayer de montrer ce qu'est le métier d'ingénieur. Oui, parce que derrière cette thématique de la renaissance industrielle en France,
on s'est questionné comment on allait pouvoir la décliner. Alors bien sûr, on va la décliner sur la technologie, sur la technique, sur la compétitivité, car il ne faut pas se leurrer, nos entreprises fonctionnent si elles sont compétitives. On va regarder aussi ce qui se passe dans les pays équivalents à la France. On ne va pas être centro-français sur nous. Donc, et là-dessus, on a défini des axes. Et justement, Eric, par rapport à ce que vous citez, un point qui est important, ça va être tout ce qui est promotion des métiers de l'ingénieur, de la technique. En fait, c'est le donner envie aux jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement fondamental, puisque hier soir, on avait un dîner avec des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, et c'est un des items qu'ils ont mis en avant, c'est-à-dire que les choix se font entre 6 et 14 ans, donc même déjà à 6 ans, l'enfant commence à réfléchir sur ce qu'il veut faire, alors même si c'est des balbutiements, et donc il faut qu'on arrive, je dirais, la société française, à redonner envie, en tous les cas à donner la capacité à nos enfants et à nos jeunes d'avoir un choix éclairé, de ne pas s'orienter vers une filière de type lettres ou autre, sans avoir eu une connaissance de ce que pouvait être la technique. Et c'est ça ce que j'appelle un choix éclairé, de dire j'y vais parce que je sais, ou je n'y vais pas mais parce que je sais aussi. Et derrière cette promotion, c'est un des deuxièmes axes que l'on a, c'est l'enseignement technologique. C'est-à-dire de pouvoir, au travers de cette promotion, attirer de nouveau les jeunes vers cet enseignement technologique, mais quel que soit le métier. On a besoin d'avoir des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs formés. Les différents plans de relance pour l'industrie vont permettre d'alimenter financièrement des projets. Mais derrière ces projets, et on le voit à Global Industrie, lorsqu'on fait le tour des stands, une des questions qui revient souvent, c'est le recrutement et la problématique des compétences. Et donc c'est pour ça que si on fait une bonne promotion de l'ingénieur, ou en tous les cas des métiers techniques, on aura des jeunes qui seront intéressés. Et derrière, il faut qu'on reconstruise une filière technologique pour donner à ces jeunes les compétences nécessaires et suffisantes qui leur permettront d'avoir un métier intéressant. Et lorsqu'on parle d'ascenseur social, on rentre complètement dans cet élément-là. Que de belles réussites on a dans nos entreprises, d'un jeune qui commence en tant qu'ouvrier, qui se débrouille bien, qui a un esprit ouvert, qui va passer graduellement les échelons. Et j'ai le cas dans une de mes vies antérieures dans une entreprise où la personne a fini quand même vice-président Europe Industrie. Donc ces réalisations-là, oui, il faut qu'on donne l'opportunité à nos jeunes. Donc ça, c'est le deuxième point axe. que vous allez vraiment montrer et vraiment multiplier dans toutes les académies de France, quoi. Exactement. Et par rapport à ça, et c'est pour ça qu'on parle de renaissance industrielle plus que de réindustrialisation. C'est pas on va recopier ce qui était fait avant. Ça, il faut l'oublier. On va repartir en intégrant tout ce qui est développement durable. Aujourd'hui, la transition énergétique, la transition écologique, ce sont des réalités. On ne peut pas les oublier. Lorsqu'on regarde le contexte national et international, la Covid, ça a été une expérience. On pensait en sortir. Une guerre en Europe, c'était pas arrivé depuis plusieurs dizaines d'années. Les rapports du GIEC sont de plus en plus alarmants. Ou alors, tout simplement en France, quelque chose qui est passé un peu plus, qui a été moins mis en évidence. On a une balance commerciale de moins 80 milliards d'euros. Ça veut dire qu'on a une capacité à acheter des produits en France qui aujourd'hui sont produits à l'extérieur. Donc tout cet ensemble fait que, avec le développement durable, en prenant en compte aussi un quatrième axe qui est la notion d'innovation, alors innovation technique, organisationnelle, mais aussi économique, on va parler d'économie circulaire, d'économie de la fonctionnalité. Voilà, c'est tout cet ensemble qui va nous permettre de redéfinir une industrie dont la France a besoin et dont les Français ont besoin. Alors, en tant que délégué général d'une alumni forte de 35 000 personnes quand même, vous avez un œil très attentif, je dirais, sur les jeunes générations, ceux qui sont encore à l'école et puis ceux qui viennent d'en sortir. Ils pensent quoi de ce plan ? Enfin, ils le voient avec bienveillance, ils disent oh, finalement c'est un truc de plus. Alors,
Globalement, la question est pertinente, Eric, parce que derrière, ça va être le donner sens. Aujourd'hui, il y a une frilosité par rapport à tout ce qui est industrie. Je dirais, on a encore l'image, alors je vais exagérer volontairement le trait, mais du train à vapeur, de Zola, la mine, tout ça. Donc, il faut donner du sens parce que c'est ce sens-là qui va attirer de nouveau des jeunes. On a clairement des problématiques qui s'ouvrent à nous. Et en fait, ces problématiques, pour moi, c'est une porte ouverte à ces jeunes générations. Elles ont la capacité, je dirais, à trouver les solutions de l'avenir qui ne sont pas uniques. C'est pas uniquement la technologie qui va faire qu'on va pouvoir y aller, mais c'est un ensemble de solutions. Et je dirais, et j'ai confiance en notre jeunesse par rapport à sa capacité de réflexion, sa capacité de mettre en œuvre, de pouvoir construire cet avenir dont eux vont profiter et dont les générations suivantes vont profiter. Et nous, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est pouvoir les aider, les accompagner. Alors, dans le détail de cette ambition de 2030, quelles sont les grandes étapes que vous avez mises en place pour arriver jusqu'à 2030, justement ? Alors, on va le présenter à notre Assemblée Générale ce samedi 21 mai. Donc aujourd'hui, on a défini les grandes lignes. Un point qui va être important, c'est déjà sur les différents axes que l'on a définis, de pouvoir en définir comme un axe prioritaire par an pour pouvoir focaliser l'ensemble des actions des forces vives de la communauté arts et métiers sur cet axe-là. Donc sur 2022-2023, ça va être le développement durable, puisque là, je dirais, c'est un point qui nous semble important. Et en plus, la notion de développement durable nous permet de retoucher un item, un des axes que je n'ai pas cité, qui était la responsabilité sociétale. Aujourd'hui, c'est un point... La fameuse RSE. RSE, RSO, je dirais au travers des arts et métiers sur lesquels il y a des valeurs qui sont historiques. Vous avez cité tout à l'heure le duc de la Rochefoucauld, homme des Lumières, qui a laissé une empreinte forte sur toutes ces valeurs des Lumières, et je dirais qui, au travers des générations, se sont perdurées. Et donc, on a un attachement fort vis-à-vis de ça. Et c'est pour ça qu'on fera une renaissance de l'industrie et pas uniquement une relocalisation de l'industrie du passé. Donc ça, c'est vraiment un point. Donc là, c'est vraiment d'avoir ce point-là. Un autre point aussi, on aurait pu se dire pourquoi pas on va faire un nouveau rapport sur les différents axes cités. Là, on est plus dans le domaine du concret. C'est-à-dire de voir au travers de la communauté arts et métiers et au-delà tous les exemples concrets qui participent à ces différents axes. Quand on parle de développement durable, ok, concrètement, l'entreprise A, qu'est-ce qu'elle a fait ? Quand on parle d'innovation, qu'est-ce que l'entreprise B a fait ? Quand on parle de promotion du métier de l'ingénieur, il y a des entreprises qui sont attaquées à ce sujet-là en allant ou en développant, je dirais, sur leurs fonds propres, des exemples qui mettent à disposition même des écoles du primaire. Donc voilà, donc c'est vraiment de sonder et mettre en avant toutes ces réalisations concrètes. Et ensuite de faire du lien entre toutes les bonnes initiatives qu'il peut avoir et nous rapprocher de l'ensemble, je dirais, des organisations qui travaillent sur ce sujet. La renaissance industrielle, c'est pas que les arts et métiers. Il y a l'IUMM qui travaille dessus, il y a la CCI, il y a le MEDEF. En fait, on a une pléthore d'organismes qui travaillent. Donc, travaillons tous ensemble pour cette belle réalisation. Bien, ça sera quasiment le mot de la fin. Merci à Albin Cantalupo d'être venu donc sur le plateau, d'avoir un petit peu défloré le sujet qui va nous occuper jusqu'à 2030 et même au-delà. Merci encore et à très bientôt. Oui, au revoir. Au revoir.
Eh bien encore bonjour et bienvenue sur le plateau d'AMTV. Je reçois deux charmantes personnes pour nous parler un peu d'impression 3D. Alors, Anaïs Martin, bonjour. Bonjour. Et puis Goulaye Bozaklu. Bonjour. Alors, vous êtes en ce moment même sur l'opération Stratasys, quelque part, hélas, vers le hall 6. Donc, il faut vraiment répéter où vous êtes parce que c'est pas facile pour vous chercher. Exactement. Merci Eric pour votre accueil. En fait, on organise la journée Global Additive en partenariat avec Global Industrie. Qu'est-ce que Global Additive ? C'est tout sur la fabrication additive, donc comme vous l'avez appelé, l'impression 3D pour l'industrie. Donc on va avoir une immersion complète du visiteur de Global Industrie à travers cette technologie avec un atelier additif, avec des machines en démonstration, des ingénieurs d'application comme Goulaye sur place pour parler un petit peu de la valeur de cette technologie pour l'industrie. Et de l'autre côté, on va avoir un programme de conférences toute la journée, donc toute cette journée jusqu'à 16h30, avec des entreprises utilisatrices de la fabrication additive comme le groupe Renault, Naval Group, Air France Industrie, les hôpitaux de Paris, et qui vont parler sur des thématiques du moment. Alors vous nous parlez des grands, mais justement, il faut que les PME viennent vous voir aussi. Exactement. Alors là, sur le plateau, je vois que vous avez apporté gentiment des pièces. Alors, Kesako. Alors, Kesako. Goulaye. Oui, bonjour à tous. Nous avons ici quelques pièces de prototypage. Vous les montrez d'ailleurs. Hein, Bien sûr. Cette pièce-là, c'est pour une ventilation d'une voiture. C'est une prototype fabriquée en ABS. Là, c'est une autre technologie qui est à base de résine acrylique. On peut produire des pièces de production, milliers de pièces rapidement parce que c'est une technologie de P3 brevetée par Stratasys. Et là, on peut avoir en une seule fois des pièces en multimatériaux, multicouleurs qui nous permettent d'avoir des prototypes réalistes. Plusieurs entreprises, le petit et le grand, utilisent aujourd'hui cette technologie pour gagner du temps et réduire leurs coûts. Et là, des connecteurs, des petites pièces, des grandes pièces. On peut avoir des pièces jusqu'à 1 mètre et aussi des petites pièces pour tout type d'outillage, prototypage ou les pièces de production. Alors, quand on est un industriel qui commence un petit peu à regarder la techno, mais qui est un novice, quel parcours on peut faire chez vous ? Qu'est-ce que vous me conseillez de voir en premier ? On parle à qui en premier ? Voilà. Alors, quand on rentre justement sur l'atelier additif, on rentre sur cet espace et on passe de la conception, donc comment justement faire peut-être des modèles de prototypage ultra réalistes, de la conception puis des prototypes fonctionnels, de l'outillage, comment on certifie nos pièces et on va jusqu'à des pièces de production finale, des pièces de grande série imprimées en 3D. Voilà. Donc on fait tout un tour comme ça. Tout un tour. Et on a une grande table ronde justement avec d'autres pièces pour vraiment montrer l'apport de la fabrication additive tout au long du cycle du produit. Oui, j'aimerais bien ajouter aussi, ce qui est exceptionnel chez Stratasys, c'est que nous avons tout type de technologie de fabrication additive polymère. Donc on peut répondre aux besoins des clients pour le prototypage, outillage et aussi des pièces de production. On a pas mal de clients. Tout à l'heure, on avait Naval Group sur le stand qui témoignaient qu'ils avaient les technologies dans le bateau pour pouvoir fabriquer des pièces de rechange, pour réduire le temps de réparation de bateaux, par exemple. Alors, on l'aura bien compris, c'est une technologie qui est en plein devenir. Quelle est la réaction des gens qui viennent vous voir, qui découvrent ? Est-ce qu'ils basculent ? Est-ce qu'il y a encore un petit peu de peur ? Dites-moi tout. En fait, quand on aborde les problématiques de l'industrie aujourd'hui, donc comment on peut être plus agile, comment on peut pallier à la crise de l'approvisionnement, la fameuse supply chain, on en souffre beaucoup depuis un moment, depuis 2020 avec la Covid, maintenant la guerre. Comment on fait pour justement pallier à cette crise d'approvisionnement ? Le développement durable. Comment je fais pour avoir mes pièces tout de suite, à n'importe quel moment, pour ma société, que je sois une PME ou une grande société. Et donc, je pense que les gens, quand on aborde ces thématiques, au début, il y a de la curiosité, puis après,
on aborde les problématiques avec eux. Il y a de l'adhésion, parce que là c'est le coup de massue, votre argument quand même. Il y a de l'adhésion. Il y a de l'adhésion et il y a beaucoup de questions. Voilà. Beaucoup de questions et on a des spécialistes comme Goulay justement qui sont là pour y répondre. Je vais aborder sur le sujet de sustainabilité et produire avec moins de déchets. Je pense que c'est un sujet d'actualité qu'on veut produire avec moins de déchets possible. Et la technologie additive nous permet de faire exactement ça parce que comparé à usinage où on a vraiment beaucoup de déchets, ici on peut imprimer cela avec sans support. On imprime juste la pièce, on n'a pas de déchets. Donc, je pense que c'est aussi un sujet important pour pas mal de clients, pas mal d'industriels aujourd'hui. Ils veulent réduire leur empreinte de dioxyde de carbone. On n'a pas de déchets et on n'a pas de transport, puisque c'est chez soi. Oui, on peut produire local. Taille des pièces ? Toutes pièces confondues ou alors il y a quand même encore une limite ? Tout dépend de la technologie, tout dépend des besoins. Oui, on peut aller jusqu'à 1 mètre avec la dernière technologie qu'on a, 770, la dernière machine. On peut aller jusqu'à 1 mètre, mais on peut concevoir des grandes pièces. Dans l'aéronautique, on a des pièces conçues par nos clients, 3-4 mètres. Ils ont segmenté, ils ont pu joindre plusieurs pièces ensemble. Donc, c'est plutôt la conception qui nous limite. Si on peut concevoir, on peut imprimer. Quel est donc, puisqu'il y a finalement pas trop de limites, le devenir de cette technologie sur l'ensemble des marchés industriels? Est-ce que ça commence à bien s'organiser ? C'est drôle parce que vous parlez de devenir et en fait pour nous c'est vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. C'est-à-dire que ce soit des PME ou des grands groupes comme Renault ou des constructeurs de navires de guerre ou l'aéronautique ou le ferroviaire ou même le médical, on a déjà cette technologie déjà implantée. Mais le devenir en fait pour nous c'est ensemble, que ce soit les clients, les producteurs de matériaux, les fabricants de systèmes. La filière, quoi. La filière, on construit ensemble et on fait évoluer justement cette technologie qui est de plus en plus performante et qui répond de mieux en mieux aux problématiques spécifiques de chaque industrie. Moi, je suis ingénieur matériaux, chimiste. Pour moi, je pense que les matériaux sont très, très importants. Et avec l'évolution de matériaux, on a plus d'applications, des diversités, des possibilités. Donc, avec les nouveaux matériaux qui arrivent, comme Anaïs a dit, la collaboration avec les fabricants de machines, les fabricants de matériaux, aussi des industriels, sont très importants pour évoluer les marchés. Ce sont justement les prochaines étapes chez Stratis, c'est d'avoir de nouveaux matériaux peut-être à offrir? Exactement. Donc, on a pas mal de matériaux haute température, des matériaux avionnables qui sont utilisés dans les Airbus ou d'autres sociétés comme Boeing. Et on a des matériaux médicaux. À PHP, par exemple, à Paris, vous avez vu, à Hôpital de Cochin, ils ont plus de 80 machines et ils impriment des pièces sur place pour le patient. Donc, ça améliore le soin des patients. Et nous aurons certainement d'autres types de matériaux haute performance ou pour des matériaux pour les applications plus niches, comme électrostatique ou d'autres types d'applications. Y a-t-il encore un domaine industriel qui n'a pas été exploré ou Oui, bien sûr. Lequel? Il y a, pour moi, le contact alimentaire. Donc, pour la France, c'est important et on y travaille dessus. Je pense que si on a un matériau, on peut vraiment débloquer pas mal d'applications dans ce domaine. Oui. Vous attendez combien de personnes aujourd'hui? Beaucoup, s'ils trouvent le stand. Combien? Des milliers. Des milliers. Vous avez de quoi répondre, j'imagine, effectivement à la demande. Ça commence à quelle heure? Alors, ça a commencé ce matin. Je vais montrer un petit peu à l'écran. Je ne sais pas si on va me voir. Voilà, vous voyez ce petit logo. C'était tout le 18 mai, d'accord. Voilà, toute la journée du 18. Toute la journée du 18 mai consacrée donc à cet événement. En ce moment, on a Renault qui est en train de parler avec Bone 3D et Sculpteo sur la problématique du développement de produits avec la fabrication additive. 14h15, 15h15, on a Air France Industrie qui vient parler avec Kimia, qui est aussi un producteur de matériaux additifs, et WeAre, qui est un très grand industriel pour l'aéronautique sur tout ce qui est qualification des procédés. Et enfin, la fameuse supply chain, l'approvisionnement et le développement durable qui sont évoqués par la refactory de Renault, les hôpitaux de Paris et Dassault Systèmes. Voilà, donc venez nous rejoindre ensemble. Très nombreux. Voilà.
On répète, vers le hall 6, Alors, c'est-à-dire... c'est le hall 6, entrée nord, c'est-à-dire l'entrée du RER. Donc, quand on sort du hall 5, on Tournez à est... Il faut tourner à gauche. Il faut tourner à gauche. Voilà. Ok. On Gauche, sort du gauche. hall 5 et on va à gauche. C'est avant. vers les RER. C'est facile. Voilà. Anaïs et Goulaye, merci beaucoup donc, Merci à vous. pour être Merci à venus. vous. Bon, bah, il y aura peut-être une autre édition l'année prochaine, quoi qu'il À arrive. suivre. Quoi qu'il arrive. En attendant, merci encore de votre présence et puis rendez-vous sur les prochaines tables rondes Hall 6. Merci Hall 6, encore. entrée nord, RER. Merci. Merci.